nouvelle émission de l'entrevue lossoise, celle du mois de février 2017. Et ce que je vous propose, eh bien, c'est de nous diriger juste à côté de Los-Angeles, à Grenay, et plus précisément à la médiathèque Estaminet. D'ailleurs, LOS-TV avait déjà consacré un reportage lors de l'inauguration, et puis eh bien là-bas, tout se passe bien, puisqu'ils sont désormais en train de préparer une merveilleuse initiative, l'édition À lire sous les étoiles. Et pour l'occasion, c'est un véritable planétarium gonflable qui a été conçu avec des mises en lumière exprès pour admirer plus d'une centaine d'étoiles. Alors il n'y a pas seulement qu'admirer les étoiles, puisqu'il y a plusieurs explications bien sûr qui sont données par des experts du planétarium de Villeneuve-d'Ascq, mais aussi des conférences, à l'image de la conférence Comment on a marché sur la Lune, qui est animée par André Amossé, qui est lui aussi du planétarium de Villeneuve-d'Ascq, et aussi pour l'occasion, il y avait quelques peintres qui ont fait des vernissages, et aussi, puisque c'est bien à lire sur les étoiles, et c'est le principe même d'une médiathèque, eh bien quelques lectures pour petits et grands qui parlent de la nuit. Quoi de plus beau que d'admirer les étoiles, et je vous propose d'ailleurs de découvrir toute cette initiative grâce à un reportage de Marcel Moreau. Dans le cadre de la semaine de la nuit qui est organisée par le ministère de la Culture, la ville de Grenay a souhaité s'y associer et on a mis en place des activités autour de la lecture, de la nuit, et donc est venu naturellement le projet d'astronomie. On avait l'opportunité de bénéficier ici du planétarium du Forum des Sciences. Et donc on a mis en place des animations autour de ça afin que les enfants puissent s'initier à l'astronomie, découvrir les étoiles, tout ça à partir de ce planétarium. On a également installé ici des télescopes pour, on l'espère, s'il fait beau, samedi soir, faire une petite démonstration, une petite initiation à l'astronomie, mais vraiment vue du ciel de Grenay, et quelques photos de tout ce qui a pu être photographié, Saturne, la Lune, etc., etc. Voilà. Donc le but, c'est vraiment d'initier les enfants, de leur donner l'envie de regarder les étoiles ce soir en rentrant chez eux, et puis de leur expliquer un peu la petite balade que l'on peut faire avec les collègues ici présentes qui sont animatrices, qui ont été formées toutes récemment, mais qui se débrouillent pas mal. Voilà. Et je ne manquerai pas d'ailleurs de les former encore plus. Et ensuite, ma collègue Sandrine tout à l'heure vous expliquera, mais il y a un vernissage là, qui sera fait tout à l'heure autour des photos sur la nuit du photographe Guy Lindec. Voilà. Effectivement, dans une petite heure, André Amossé du Forum des Sciences va venir ici pour expliquer aux gens en fait toute la révolution autour de la conquête spatiale, autour d'une conférence qui s'appelle « Comment a-t-on marché sur la Lune ?» Et voilà, une très belle initiative donc organisée par la médiathèque Estaminet de Grenay en accord avec le planétarium de Villeneuve-d'Ascq, qui se terminera d'ailleurs par une soirée d'observation avec des télescopes géants, de quoi vraiment voir les étoiles de très près. Bon, c'est vrai, pas besoin non plus de télescope, si vous les admirez de chez vous, eh bien vous suffit d'ouvrir la fenêtre et de regarder le ciel étoilé, et pourquoi pas justement d'en profiter avec une très belle musique. Et c'est ce que je vous propose maintenant de découvrir, eh bien c'est l'orchestre à vent de Lens qui a organisé un merveilleux concert à l'église Saint-Léger de Lens, justement pour l'occasion. Plus de 65 musiciens, la grande chorale d'Arras qui était située juste derrière, et puis aussi pour la beauté de la voix, 5 solistes de l'opéra de Lille qui étaient placés, tout ça orchestré par le chef d'orchestre Michel Corenflot. L'orchestre à vent de Lens, ça c'est une très vieille histoire de la municipalité. Sachez d'ailleurs que ça a commencé en 1893. Ça s'appelait d'ailleurs la fanfare ouvrière. C'est désormais devenu l'OVL, mais vous allez voir grâce à cette interview de Jean
Gamard, qui aujourd'hui dirige l'OVL, toute l'histoire de ce magnifique orchestre à vent de Lens. Et puis alors, pour l'occasion, tout le dispositif de l'OSE TV et toute l'équipe était présente pour vous capter les meilleures images et le meilleur son de ce concert. Je ne vous en dis pas plus, je vous propose plutôt de regarder et surtout d'écouter. L'orchestre à vent de Lens est formé de 50 musiciens et encadré par les professeurs du conservatoire. Cela nous permet de progresser et surtout de pouvoir aborder des morceaux de musique qui sont un peu hors du commun, puisque notre chef nous choisit chaque année un répertoire suffisamment difficile qui nous permet de travailler et de progresser. Nous avons aussi le choix dans les œuvres, choix d'auteurs qui nous composent pour la musique d'harmonie. Alors c'est quelque chose d'assez nouveau, ce ne sont pas des transcriptions, mais ça nous permet de travailler, ce sont des œuvres qui ont été faites pour nous. Dans le cadre des manifestations organisées par la ville de Lens autour de l'inauguration de l'orgue de l'église Saint-Léger, nous avons souhaité cette année offrir au public lensois un concert exceptionnel. Comme le disait tout à l'heure le président, nous avons la chance de pouvoir aborder un répertoire qui sort un petit peu des sentiers battus. Et nous avons souhaité, avec Jean-Philippe Van Beuselaar, qui est à la fois compositeur et arrangeur, donc nous arranger une œuvre emblématique, l'Oratorio de Noël de Saint-Saëns. Voilà, l'Oratorio de Noël de Saint-Saëns est au départ écrit pour orchestre à cordes, avec en plus un orgue et des solistes. Alors l'orchestre à cordes a été arrangé par Jean-Philippe avec les clarinettes, les saxophones, c'est-à-dire tous les instruments à hanches. Nous avons bien évidemment gardé l'orgue, puisque c'était l'essence même de ce concert, et nous avons invité des solistes. Alors pour ce faire, c'était les solistes qui font partie des chœurs de l'Opéra de Lille, avec qui j'en travaille régulièrement, et en plus, on a la chance d'avoir Thomas Flao, qui en plus d'être chanteur dans ses chœurs, dirige également un chœur, donc le chœur Cantarella d'Arras, qui a été avec nous associé à ce que j'avais oublié de le dire, mais dans cet oratorio de Noël, il y a également un chœur mixte, en plus des solistes. Le 29 juin, notre prochain concert avec un soliste de renommée internationale, Daniel Gromel, saxophoniste, et un répertoire complètement différent, celui de Désiré Dondel. Alors c'est un projet que nous avions déjà depuis de nombreuses années. Malheureusement, Désiré Dondel nous a quittés il y a un an, mais grâce à sa fondation, la fondation Désiré Dondel, ce sera complètement possible. Et d'ailleurs, nous allons enregistrer un CD qui sortira certainement avant la fin de l'année, dans lequel nous retrouverons des œuvres complètement inédites qui n'ont jamais été enregistrées, saxophone et orchestre.
Et voilà, un magnifique concert orchestré à l'église Saint-Léger de Lens. Comme tous les mois, vous savez, dans l'entrevue lossoise, il y a aussi la séquence invitée. Et aujourd'hui, on a décidé d'accueillir sur notre plateau Brigitte Leva pour un véritable témoignage. Ce livre, qui est aux éditions Panthéon, qui s'intitule, je vous le montre, Dans les yeux de mon fils. Et c'est un véritable témoignage d'ailleurs aussi sur surtout la guérison et puis cette maladie assez inconnue du grand public, cette maladie de Leber. Parlez-nous un peu de... Alors, c'est une névrite optique inflammatoire qui est transmise par les femmes et très souvent aux garçons. C'est très rare que des filles l'ont, sauf que les garçons ne transmettent pas la maladie. Donc un garçon qui est touché ne transmettra pas le gène. Or, une femme qui a le gène n'est pas obligatoirement, ne transmet pas obligatoirement. Après, on peut avoir le gène et pas développer la maladie. Voilà. Moi, par exemple, ma mère était un cas exceptionnel, c'est qu'elle a eu le gène et en même temps la maladie. À 28 ans, elle a perdu la vue. D'accord. Voilà. Et donc, c'est aussi une maladie un peu progressive, alors, Non, c'est une maladie génétique qui évolue par plusieurs étapes. Donc, il y a cette étape aux environs de 10 ans. Ensuite, si on est tranquille, on passe le cap, c'est vers les 28 ans, l'âge où ma maman a perdu la vue. Et après, il y a un autre cap aux environs de 55-60 ans, qui est un petit peu délicat. Puis voilà, mais c'est une très grosse inflammation du nerf optique qui provoque donc une très forte montée de la tension dans le nerf optique. Donc, qui dit tension, dit risque de rupture de nerf optique. Mais c'est une maladie génétique orpheline transmise, donc... on ne sait pas toujours qu'on a cette maladie. Moi, personnellement, ma maman avait cette maladie. J'ai su qu'au moment de ce problème, que le nom de la maladie. Parce que dans le temps, quand ma mère a perdu la vue en 62, on lui avait dit c'est une sclérose en plaques. D'accord, et donc on ne savait pas encore précisément... Non, ils ne savaient pas pourquoi à cette époque-là. Et donc là, justement, quand vous apprenez ça, vous décidez de, entre guillemets, prendre les choses en main? Non, c'est-à-dire que c'est plus compliqué que ça. Oui. C'est-à-dire que vous avez votre enfant qui, du jour au lendemain, perd la vue. Vous êtes en vacances et cet enfant fait tout pour qu'on ne le voit pas. Donc nous, on arrive à s'en apercevoir. Donc il faut finir les vacances en faisant comme si on n'a rien vu. On rentre, il faut trouver un ophtalmo d'ouvert au mois d'août. Donc on galère, on en trouve un de remplacement. Qui, comme ne connaît pas pourquoi, qui ne comprend pas pourquoi, se dépêche de bâcler la consultation. Vous envoie à Lille faire des examens une journée au mois de septembre qui sont très douloureux pour l'enfant, très très traumatisants. Même pour mon mari, ça a été, je le raconte, cette journée-là était vraiment un enfer, aussi bien pour l'enfant que pour nous. Parce que ça a été, en arrivant, ça a été les accusations des médecins à nous demander si on avait giflé notre fils. Parce qu'il faut savoir qu'une simple gifle peut vous faire perdre la vue. Oui. Les gens ne savent pas toujours, et donc on nous a posé la question. Donc après, on se culpabilise, on dit mince, pourquoi on nous demande ça? Parce qu'on ne sait pas. Voilà, et puis il fait cette journée d'examen, et puis la journée d'examen passe, on rentre à la maison, on ne sait toujours rien, voilà. Ouais, on est dans l'inconnu, et donc c'est après vraiment une batterie d'examens qu'on arrive à déceler. Puis après on vous dit, on va lui faire un scanner, il y a peut-être une tumeur au cerveau, donc il rentre à l'hôpital. On va passer par beaucoup d'étapes qui sont très voilà, et puis quand tous les examens douloureux sont faits, il a même été le premier à passer dans l'IRM de Lens, donc il est tout fier, parce que c'était lui le premier. Mais on n'a jamais trouvé qu'est-ce qu'il avait, et puis vous tombez sur un médecin qui vous dit, c'est fini, on ne fait plus rien, on laisse tomber, on vous le condamne. Finit complètement par baisser les bras. Donc, et puis la maman décide de dire non. Et puis, à force de se battre, elle trouve 2 médecins qui acceptent de faire un essai. Et puis, ils ont fait le premier essai qui a fait que la vue a commencé à revenir tout doucement. On a refait un essai après, 2 mois après. Enfin bref, au bout de 9 mois, cet enfant a retrouvé 10 de près et 10 de loin, avec un nerf optique blanc. Donc oui, c'est vraiment quelque chose de surprenant. Vous devez passer comme ça plein d'étapes qui sont des étapes très difficiles, à la fois angoissantes, et puis aussi après on a des moments de réconfort lorsqu'on apprend qu'il y a une possibilité. Déjà, la première fois où il était chez l'ophtalmo dans la salle d'attente et qu'il regarde une affiche et qu'il me dit « Ah, les couleurs, elles sont belles ». La première fois, alors rien que ça, c'était ça. On a dit « Ça y est, il commence à y avoir un truc ». Et d'où, justement, je pense que lorsqu'on ressent autant d'émotions, en fait, si intenses, eh bien, il y a ce livre qui est un témoignage, qui est aussi pour vous, en fait, un exutoire, voilà, j'allais dire, quelque chose. Vous aviez besoin de mettre les mots sur le papier En fait, ça a été, comme je me suis rendu compte que j'ai dû me battre énormément, je me suis dit que ça pouvait arriver à d'autres.
pas qu'à moi. Et que moi, si j'avais dit à la doctoresse qui a condamné mon enfant, si j'avais dit oui, madame, j'accepte vos papiers, c'est bon, je suis d'accord avec vous, bah, à cette heure-ci, mon fils, il serait toujours chez moi, non-voyant. Oui. Il a 38 ans, il a une très belle place, une très belle petite fille, il est marié, il conduit, enfin, tout va bien pour lui. Donc, ça serait quand même bête quoi, d'avoir gâché tout ça. Donc, mon truc, c'est de dire que peut-être, il y a d'autres mamans qui ont peut-être le même souci, la même santé, mais ils ne savent pas dire le nom de ce qui arrive. Et puis, bah, ils laissent tomber, ils écoutent les médecins. Et mon but, c'est de dire, parce qu'il n'y a pas que là-dedans, dans toutes les maladies, il ne faut pas écouter un médecin, il faut toujours aller contre. Oui, toujours plus... Il faut toujours dire non. Quand ils veulent vous dire un truc, même si vous n'êtes pas d'accord, il ne faut pas avoir peur. C'est des hommes comme les hommes. Après, c'est également un combat aussi d'une mère pour son fils, donc ça va plus loin aussi que la médecine, c'est une histoire... Oui, mais moi, j'ai eu l'expérience pour d'autres cas, parce que pour mon mari aussi. Si je n'avais pas, comme on dit, rentré dans l'arbre plus d'une fois, bah, on serait parti là ailleurs depuis très longtemps. Il faut finalement toujours se battre. Et c'est ce que vous racontez du coup dans ce livre. Et donc vous avez trouvé un éditeur, donc c'est les éditions du Panthéon. Du Panthéon qui m'ont fait confiance. Là, c'est assez surprenant. Comment ça se passe une rencontre comme ça avec un éditeur comme c'est-à-dire que moi, ça a été le hasard. Oui. Hein, c'est le président de mon association qui croyait en mon don d'écrivain, qui m'a poussé à éditer mon livre. Donc, on a cherché les éditeurs et puis j'ai dit, allez, on va en commencer par un. Donc, j'ai cherché un éditeur qui éditait des choses réelles. J'ai tenté les éditions du Panthéon parce qu'il le faisait. J'ai eu un coup de fil une quinzaine de jours après, un peu surprise parce que je ne pensais pas avoir aussi vite. Oui, aussi rapidement. Voilà, et puis en plus, c'était le responsable de la publication qui m'a directement appelé en me demandant si j'avais des autres projets derrière. Oui. Donc quand j'ai dit tous les projets que j'avais, parce que je n'ai pas qu'un livre dans la tête, j'en ai plein, puis dans le tiroir, il m'a dit on va signer avec vous, parce que quand j'ai pris votre livre et que je me suis rendu compte que j'ai pu le poser que quand j'ai eu fini, je me suis dit il y a quelque chose. Oui, c'est ça, quand c'est des témoignages, etc., ce sont des Mais il faut vous dire que moi j'ai écrit, il a été imprimé comme il a été écrit. D'accord. Je ne me relis pas. En fait, j'écris dans un cahier. Et ensuite, je tape à l'ordinateur. Donc, je me relis que quand je tape à l'ordinateur. Mais en fait, on va dire les synonymes, les petites choses comme ça. Mais sinon, je laisse... dans le style, mais le fond est là. Même pas le style, je laisse... c'est écrit comme ça me vient du cœur, en fait. D'accord. Oui, ce sont des véritables paroles. Et donc, il y a un deuxième qui est en cours. Qui va sortir dans fin 2017, certainement. Qui s'appelle « Au moins, je ne suis pas mort en bonne santé ». C'est un titre assez accrocheur et qui rend la curiosité. Et en tout cas, justement, si vous voulez vous procurer le livre de Brigitte Levat, Dans les yeux de mon fils, il est disponible partout, je crois, dans pas mal de librairies. Même chez moi. Voilà, et puis sur Amazon, etc. Amazon, etc. Et puis dans les lieux de dédicaces où je vais me présenter. En plus, vous allez faire des dédicaces il n'y a pas longtemps, juste à côté de Sanguel, à Bully-les-Mines. Voilà, la médiathèque de Bully-les-mines au mois de février. Et puis bien d'autres endroits après. Qui sont en train de se négocier. Et même sur Paris prochainement, dans le courant de l'année. Écoutez, on souhaite surtout que ce livre, qui est un véritable témoignage, aide aussi beaucoup de familles, etc. Et puis qu'on le découvre dans les yeux de mon fils, de Brigitte Levat. J'étais ravi en tout cas que vous avez pu porter ce témoignage sur le plateau de LOS TV. C'est ça aussi, la télévision participative. Alors une petite précision, c'est que je suis trésorière de l'association d'e-défense qui défend le droit de tous les handicapés sans exception, et qu'une petite partie des droits d'auteur va être versée à l'association. Et ça, c'était important de le préciser, puisque c'est pour la bonne cause. Oui, c'est Andy Défense, vous êtes trésorière d'ailleurs de cette association. C'est ça aussi, LOS TV, faire transmettre les valeurs du partage et de la solidarité. Et puis aussi, n'hésitez pas, si vous voulez vous procurer ce véritable témoignage. Quant à moi, je vous donne rendez-vous tout naturellement le mois prochain. Je vous conseille aussi de partager cette vidéo, de nous faire connaître. Comme vous le savez, notre objectif, c'est de transmettre les valeurs associatives et puis aussi toutes ces informations culturelles, sportives ou du divertissement qu'il y a dans Los Angeles et ses environs. Et je vous souhaite un excellent week-end et je vous donne rendez-vous le mois prochain.